Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux équilibres chimiques. Pour introduire cette vidéo, observons le schéma suivant qui représente trois solutions d'acide. Le premier s'agit de l'acide chlorhydrique, le deuxième de l'acide lactique et le troisième de l'acide éthanoïque. Alors ces trois solutions ont la même concentration en soluté apportée, c'est-à-dire 1,0010 puissance moins 2 mol par litre. Cependant, lorsqu'on mesure le pH de ces trois solutions, on va trouver des valeurs différentes. Pour l'acide chlorhydrique 2, pour l'acide lactique 2,97 et pour l'acide éthanoïque 3,41. La question que nous allons nous poser, c'est pourquoi les pH sont-ils différents? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'on appelle la constante d'équilibre. Ensuite, nous verrons le lien qu'il existe entre la concentration en ion oxonium et la concentration en ion hydroxyde. Et enfin, nous distinguerons les acides forts des acides faibles. Qu'est-ce qu'une réaction équilibrée? Donc en chimie, on va distinguer deux types de réactions. Les réactions qu'on a vues jusqu'à maintenant qui sont dites totales et des nouveaux types de réactions qu'on appelle des réactions équilibrées. Pour expliquer la différence, il faut d'abord définir la réaction ou l'interpréter d'un point de vue microscopique. Microscopiquement, lorsqu'une réaction chimique a lieu, c'est que des molécules se sont choquées. Et ces chocs peuvent être soit efficaces, soit inefficaces. Lorsqu'ils sont efficaces, donc la réaction a lieu. Donc on va commencer d'abord par les réactions dites totales. Une réaction est dite totale lorsque les chocs entre produits sont inefficaces. Donc pour bien comprendre ceci, j'ai fait une capture d'une animation qui montrait donc les chocs entre différentes réactifs et produits. Donc ici nous avons en bleu et en rouge les réactifs et en vert et en jaune les produits. Et vous voyez ici j'ai fixé en fait le pourcentage de l'efficacité des chocs. Donc si je mets 10 sur 10 là, ça veut dire que lorsqu'une boule bleue rencontre une boule rouge, l'efficacité est de 100% dans le sens réactif zone produit. Par contre dans le sens produit zone réactif, là j'ai fixé 0%. Donc dit autrement, si au début je mets initialement 50 mol on va dire de boule bleue, 50 mol de boule rouge, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'une boule bleue va rencontrer une boule rouge, le choc sera efficace et donc je vais produire une boule verte et une boule jaune et ainsi de suite. Par contre au fur et à mesure que je vais créer des produits, donc j'ai aucune chance de voir la réaction inverse avoir lieu. Donc au cours du temps, en fonction du nombre de chocs, donc la quantité de matière de réactif va décroître, va passer de la valeur maximale à 0 et inversement les produits vont passer de 0 à la valeur maximale. Deuxième situation maintenant, je vais faire en sorte que le choc entre produits soit efficace et on va parler donc de réaction équilibrée. Donc vous voyez par rapport à ici, ce que j'ai modifié c'est en fait l'efficacité du choc lorsqu'une boule verte rencontre une boule jaune. Donc j'ai mis 100%. En début de réaction, les quantités de matière de réactif vont diminuer parce que lorsqu'une boule bleue va rencontrer une boule rouge, on va former une boule verte et une boule jaune. Et au fur et à mesure que les quantités de matière de vert et de jaune augmentent, eh bien, il y aura la possibilité qu'une boule verte rencontre une boule jaune. Et cette fois-ci, le choc va être efficace. Donc je vais reproduire des réactifs. Et ainsi, donc, comme l'efficacité des chocs est égale dans les deux sens, la quantité de matière de réactif va diminuer, mais elle ne va pas tendre vers 0, elle va tendre vers un équilibre, et la quantité de matière de produit, elle, va augmenter, mais ne pas augmenter jusqu'à la valeur maximale, et va tendre aussi vers un équilibre. Donc, une réaction équilibrée, en fait, c'est une réaction où les deux réactions sont en compétition, on va dire, soit la formation à partir des réactifs des produits, ou la réaction inverse à partir des produits et formation de réactifs. Qu'est-ce que le quotient de réaction? Pour le définir, on va utiliser donc l'équation d'une réaction équilibrée mais écrite de manière générale. Donc vous voyez, je vous fais apparaître ici deux réactifs, donc A et B, avec leurs coefficients stoichiométriques respectifs, alpha et bêta, qui vont former deux réactifs, C et D, avec leurs coefficients respectifs, gamma et delta. Voici l'expression du quotient de réaction qu'on notera QR, Q comme quotient, R comme réaction, ayant en tête que cette grandeur n'a pas d'unité. Voilà son expression qui fait apparaître ce qu'on appelle des activités. Toutes les lettres petit a correspondent à des activités et comme le quotient de réaction, ces activités n'ont pas d'unité. Au numérateur, vous voyez que c'est un quotient, nous avons le produit des activités des produits à la puissance leurs coefficients stoichiométriques respectifs. Et on divise par le produit des activités des réactifs à la puissance leurs coefficients respectifs. Alors maintenant, on va voir quelles sont les expressions de ces activités. Pour les solides, les liquides purs et les solvants, ce sera notamment notre cas nous pour l'eau, qui sera notre solvant dans toutes les équations qu'on va voir par la suite, l'activité vaut 1. Ensuite, pour les solutés,
l'activité c'est égal à la concentration en soluté. Or, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que l'activité n'avait pas d'unité. Donc si je dis que l'activité est égale à C, la concentration en mol par litre, il va y avoir un souci au niveau des unités. Donc pour faire disparaître ce souci, on divise la concentration par ce qu'on appelle une concentration standard qui a pour valeur 1 mol par litre. Donc l'exposant, on appelle ça standard. Donc la concentration standard vaut 1 mol par litre. Donc si je divise la concentration en soluté par la concentration standard, j'aurai bien la valeur numérique de la concentration sans son unité, donc ça sera cohérent au niveau des unités. Pour bien comprendre cette définition du quotient de réaction, on va l'appliquer à une équation d'une réaction concrète lorsque l'on met de l'acide sulfurique dans de l'eau. Donc l'eau c'est le solvant. Donc vous voyez là l'intérêt de faire apparaître l'état des différentes entités chimiques. Donc lui c'est un soluté, l'acide sulfurique. L'eau, on fait apparaître elle, c'est le solvant. Là ça va former donc un ion sulfate qui est en soluté et 2 ions oxonium, eux aussi sont en solution. Voilà l'expression du quotient de réaction. En fait c'est le produit des activités, mais comme ici on a 2 solutés, donc c'est le produit des concentrations, donc concentration en ion sulfate, qui multiplie la concentration en ion oxonium, sauf qu'il ne faut pas oublier de le mettre au carré, puisqu'on a un coefficient 2 ici devant les ions oxonium. Contrairement à ici, où j'avais noté la concentration petit c, là on la note avec des crochets, mais c'est la même chose. Et je divise par le produit des activités des réactifs, donc H2SO4, c'est aussi un soluté, donc je le mets sous forme de concentration. Par contre, l'eau, comme c'est le solvant, je fais fois en toute rigueur au carré, puisqu'il y a un coefficient 2, mais comme 1 au carré, ça fait 1, et vous voyez que voilà, il disparaît ici, si on simplifie. Je vais revenir sur la concentration standard là, par rapport à l'expression du pH qu'on avait vu en début d'année. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu, que le pH est défini ainsi, c'est moins log de la concentration en ion oxonium. Or, il faut savoir que dès qu'on a une fonction transcendante, c'est le cas de log, d'exponentielle, de sinus, en fait déjà cette fonction-là n'a pas d'unité, donc là on est cohérent, parce qu'en fait le pH n'a pas d'unité, donc comme le log n'a pas d'unité, tout va bien. Et ce qui n'a pas d'unité aussi, c'est ce qu'on appelle l'argument de la fonction transcendante, donc ici la concentration. Alors là il y a un souci, puisque la concentration est en mol par litre, et ceci ne doit pas avoir d'unité. Donc ça en fait c'est pas la bonne écriture. En toute rigueur, chaque fois on devrait écrire ceci, c'est-à-dire que diviser la concentration en ion oxonium par cette concentration standard. Mais bon, moi je trouve que ça alourdit les écritures. Il faut juste être conscient que, par exemple, l'activité n'a pas d'unité, que pH n'a pas d'unité, que ce qu'on appelle l'argument d'une fonction transcendante n'a pas d'unité. Donc on va utiliser ce C0 chaque fois si on veut faire disparaître l'unité d'une concentration. Et je reviens aussi ici, vous voyez le QR là, comme on a dit qu'il n'avait pas d'unité, tel que je l'ai écrit là, vous voyez cette concentration là et celle-là vont s'annuler au niveau des unités, il va nous rester donc des moles carrés par litre carré. Donc pareil, là il y a une incohérence dans les unités, donc en toute rigueur on a dû apparaître ici une concentration standard au carré. Qu'est-ce que la constante d'équilibre d'une réaction? Lorsqu'une réaction chimique a lieu, elle évolue de manière à faire tendre son quotient de réaction vers une valeur d'équilibre appelée justement la constante d'équilibre. Alors cette constante d'équilibre va être propre à la réaction et elle va dépendre uniquement de la température. C'est pour ça qu'on va la noter K majuscule et entre parenthèses T pour dire qu'elle dépend uniquement de ce paramètre, la température. Pour illustrer les différents cas possibles d'évolution du quotient de réaction vis-à-vis de la constante d'équilibre, on va considérer une réaction de manière générale en faisant apparaître ici les réactifs et les produits. Et je vais appeler le sens 1 le sens de la réaction qui à partir des réactifs donne les produits, et le sens 2, donc la réaction inverse qui à partir des produits donne les réactifs. Donc la constante d'équilibre c'est une donnée, et en fonction des réactifs et produits présents, je vais calculer le quotient de réaction, qui pour faire simple, d'où la vague là, c'est pas rigoureux ça, c'est le rapport en fait des quantités de produits sur les quantités de réactifs. Ce que vous devez retenir, c'est que la réaction va évoluer de manière à faire converger le quotient de réaction vers la constante d'équilibre. Et lorsqu'on a atteint l'équilibre de la réaction, en fait on a l'égalité entre le quotient de réaction et la constante d'équilibre. Alors pour bien comprendre cette définition, je fais apparaître ici un axe correspondant au quotient de réaction. Et sur cet axe-là, je fais apparaître la constante d'équilibre. Et je vais prendre deux cas. Premier cas, mon quotient de réaction initial, d'après les réactifs et les produits qui sont présents à t égale à 0, mon quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre. Alors qu'est-ce qui se passe? QR va devoir augmenter. Et alors pour augmenter, il va falloir former des produits. Donc la réaction va avoir lieu dans le sens 1. Réactif donne produit. Deuxième situation, ma constante de réaction est supérieure à la constante d'équilibre. Donc là, il va falloir que le quotient de réaction diminue. Donc dit autrement, que l'on forme des réactifs. Donc là, la réaction va avoir lieu dans le sens 2. Alors une fois que je suis ici, je vais pouvoir préciser une chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait par exemple les titrages,
on avait dit que la réaction doit être totale. Comment est-ce qu'on peut trancher, c'est-à-dire si une réaction est équilibrée totale? En fait, on va utiliser la constante d'équilibre. Si cette constante d'équilibre est supérieure à 1000, ça va être notre limite, on peut considérer que la réaction est totale. Pourquoi? Si la constante d'équilibre est très grande, j'ai très peu de chances de voir mon quotient de réaction supérieur à cette valeur-là. Donc, il sera forcément inférieur, et donc la réaction sera forcément dans le sens 1, donc le sens total. Est-ce que l'eau pure existe? La réponse à cette question, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il existe une réaction qui a lieu et qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Donc, voici l'équation de cette réaction. Deux molécules d'eau vont donner l'ion oxonium plus l'ion hydroxyde. En fait, il y a un transfert de protons. Vous voyez, l'ion hydroxyde perd un proton qui se fixe sur l'autre molécule d'eau et qui donne l'ion oxonium. Donc, si j'écris ici le quotient de réaction de cette réaction, donc j'ai la concentration en l'ion oxonium qui multiplie la concentration en ion hydroxyde que divise 1. Parce que l'eau, rappelez, c'est solvant, j'aurais dû mettre même 1 au carré ici, mais vous voyez, il suffit de simplifier, donc le 1 au carré ne sert à rien. Donc j'obtiens le quotient de réaction, c'est la concentration en ion oxonium qui multiplie la concentration en ion hydroxyde. Alors maintenant, on va définir la constante d'équilibre de cette réaction, qu'on appelle le produit ionique de l'eau, et qu'on note Ke. Il faut savoir qu'à 25 degrés, le produit ionique de l'eau vaut 10 puissance moins 14. À l'équilibre, on va pouvoir écrire que la constante d'équilibre de cette réaction est égale au quotient de réaction à l'équilibre. Donc voilà ce que ça donne. Ke égale la concentration d'H3O+ à l'équilibre, qui multiplie la concentration de HO- à l'équilibre. Alors maintenant qu'on a écrit cette relation entre les deux concentrations, on va pouvoir calculer le pH dit de l'eau pure, sachant qu'on a bien vu que l'eau pure n'existait pas. D'après l'équation de la réaction là, on voit que chaque fois que deux molécules d'eau réagissent, il va se former autant d'ion oxonium que d'ion hydroxyde. Donc forcément, la concentration en ion oxonium sera égale à la concentration en ion hydroxyde. Donc si je réécris l'équation qui était au-dessus là, je peux l'écrire ainsi, Ke égale H3O+ au carré. Et donc je peux calculer ainsi la concentration en ion oxonium. En fait, c'est la racine carrée de Ke. Si je fais l'application numérique, Ke c'est 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Donc c'est égal à 10-7 mol par litre. Une fois que j'ai la concentration en ion oxonium, je peux calculer le pH avec la relation pH égale moins log la concentration en ion oxonium. Et donc ça me fait moins log 10-7, ça fait moins 7, et avec le moins plus 7. Donc le pH de l'eau pure est égal à 7. Quel est le lien entre la concentration en ion oxonium et la concentration en ion hydroxyde? Juste avant, on a établi cette relation, c'est-à-dire que le produit ionique de l'eau sera égal toujours à la concentration en ion oxonium à l'équilibre, qui multiplie la concentration en ion hydroxyde à l'équilibre. Moi, je vais simplifier un petit peu cette écriture et l'écrire ainsi. Ke à 25 degrés est égal à 10 puissance moins 14, et au lieu de toujours écrire ce EQ, on ne le met pas. Pourquoi? On sait que quand on écrit cette relation, on est à l'équilibre. Je vais faire apparaître ici une échelle de pH avec la valeur centrale, c'est-à-dire pH égale 7, donc comme on l'a vu juste avant, ça correspond à l'eau pure. Et je mets deux valeurs extrêmes, alors je n'ai pas mis 0 et 14, j'ai mis 1 et 13. Alors vous vous rappelez, si le pH est inférieur à 7, on dit qu'on a une solution acide, et si le pH est supérieur à 7, on dit qu'on a une solution basique. Maintenant, je vais faire apparaître une échelle en concentration en ion oxonium, en mol par litre. Et vous vous rappelez comment on passe du pH à la concentration en ion oxonium. En fait, c'est H3O+ égale 10 moins pH. C'est la fonction inverse de pH égale moins log de H3O+. Et donc, si j'applique cette relation, vous voyez, là, je vais avoir 10 moins 1, 10 moins 7 et 10 moins 13. Maintenant, comment passer de la concentration en ion oxonium à la concentration en ion hydroxyde? Donc, il suffit d'utiliser cette relation-là. C'est-à-dire que je peux dire que la concentration en ion hydroxyde, c'est 10 puissance moins 14 que divise la concentration en ion oxonium. Donc, ici, ça va me faire 10 puissance moins 14 que divise 10 puissance moins 1, ça fait 10 puissance moins 13. Là, ça va me faire 10 puissance moins 7, et là, 10 puissance moins 1. Vous voyez que si je multiplie les deux concentrations, je retrouve toujours 10 puissance moins 14. Donc voilà les trois échelles, pH, concentration en ion oxonium, concentration en ion hydroxyde. Quelle est la différence entre un acide fort et un acide faible? Alors tout d'abord, on va noter C, la concentration apportée en acide. Alors commençons par l'acide fort. L'acide fort, il est défini ainsi, c'est un acide qui va réagir totalement avec l'eau. Donc si j'écris ici l'équation de la réaction de l'acide fort avec l'eau, voilà ce qu'on obtient. Donc AH, ça c'est l'acide fort, qui est mis en solution aqueuse, qui réagit avec l'eau, donc l'eau sera le solvant, pour former l'ion A- en solution aqueuse, et l'ion oxonium. Et vous voyez là la flèche, on met une flèche pour dire que la réaction est totale. On va pouvoir écrire cette relation. Pourquoi? C, c'est la concentration initiale en acide. Mais comme l'acide va entièrement réagir, et comme il est
en défaut par rapport au solvant qui est l'eau. Donc lui, à la fin, il n'y aura aucune quantité de matière de lui. Tout sera converti en A- et en H3O+. Donc les quantités de matière de A- et H3O+ formées sont égales à la quantité de matière de AH qu'il y avait ici initialement. Dit autrement, ma concentration en A- et H3O+ sera égale à C. Donc H3O+ est égal à C. Et ainsi, je peux calculer le pH en faisant moins log de C. Maintenant, si je prends un acide faible, donc sa définition, c'est un acide qui réagit cette fois-ci partiellement avec l'eau. Donc la réaction ne va pas être totale. Donc voici l'équation de sa réaction. Donc c'est la même qu'ici, sauf que vous voyez, j'ai remplacé la flèche par une double flèche pour dire que la réaction est équilibrée. Cette fois-ci, donc, puisque tout ne va pas réagir, forcément, ma concentration en H3O+, là, sera inférieure à la concentration apportée en acide. La concentration en H3O+ sera inférieure à C. Et donc forcément, le pH sera supérieur à moins log de C. Rappelez que plus je suis concentré en H3O+, plus le pH tend vers 0, et moins je suis concentré en H3O+, plus le pH augmente. On appelle Ka, c'est la constante d'acidité, la constante d'équilibre de cette réaction-là. Le quotient de réaction à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre, donc ici à Ka, la constante d'acidité. Donc voilà ce que je peux écrire, Ka égale la concentration en ion A- que multiplie la concentration en ion oxonium, que divise la concentration en AH. Et donc vous vous rappelez, comme on l'a vu juste avant, les EQ, on ne va pas les faire apparaître pour que l'expression soit plus simple, mais ayez en tête que quand on écrit concentration de A-, de H3O plus de H, c'est à l'équilibre. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette constante d'acidité va caractériser donc, cette réaction, mais de façon plus générale, caractériser un couple acide faible, base faible. Qu'est-ce que le pK? Donc pour définir cette grandeur, je vais revenir sur la définition du pH. On rappelle le pH défini ainsi, c'est moins log de la concentration en ion oxonium. Là, je vous ai écrit la fonction inverse, c'est-à-dire connaissant le pH, comment on exprime la concentration en ion oxonium, c'est 10 puissance moins pH. Alors pourquoi on avait fait ça? Parce qu'en fait, la concentration en H3O+ est relativement faible. Elle est comprise entre 10-1 et 10-14. Donc on peut faire manipuler le pH à la place de la concentration en ion oxonium. Donc en fait, c'est le même principe pour le pKa et le Ka. Les Ka étant relativement faibles, on va préférer utiliser le pKa en définissant le pKa ainsi, pKa égale moins log de Ka. Et donc de la même façon, si j'exprime Ka en fonction du pKa, ça me fait Ka égale 10 puissance moins pKa. Si on veut le résumer, on peut dire que Ka, comme H3O+, est relativement faible, et on préfère utiliser le pKa pour comparer des couples acide-base. Alors justement, pour comparer les différents couples acide-base, je vous fais apparaître ici une échelle de pKa, et là on voit apparaître différents couples écrits dans le sens acide-base. Donc à gauche vous avez tous les acides, là, à droite toutes les bases. Alors on va commencer par le bas. Ici, vous l'avez reconnu, c'est l'ion oxonium. Et en fait, c'est l'acide le plus fort en solution aqueuse. Donc c'est pour ça que tous les acides qui sont là seront inférieurs à lui. Donc là, nous avons l'acide le plus fort. Donc la force croissante des acides, c'est du haut vers le bas. Et à l'autre extrémité, ici on a l'ion hydroxyde. Ça, c'est la base la plus forte dans l'eau. Donc la force croissante des bases sera dans ce sens-là, c'est-à-dire là, c'est la base la plus faible. Là, la base la plus forte. Vous avez noté que pour l'ion oxonium et l'eau, son pKa vaut 0. Et là, pour l'eau et l'ion hydroxyde, son pKa vaut 14. Donc on a les deux pKa extrêmes. Ensuite, entre ces deux extrémités, là on va retrouver le couple acide éthanoïque ion éthanoate avec un pKa de 4,8. En dessous, vous voyez, ces deux formules elles se ressemblent. Là, nous avons l'acide méthanoïque. Donc HCOH, HCO-, donc l'ion méthanoate. Et si l'on compare les pKa, vous voyez que lui, il a un pKa inférieur. Donc l'acide méthanoïque est un acide faible, mais qui est plus fort que l'acide faible, acide éthanoïque. Par contre, leur base conjuguée, l'ion éthanoate, sera une base plus forte que l'ion méthanoate. Ensuite, continuons. Ici, nous avons l'acide hypochloreux, l'ion hypochlorate. Donc en fait, le pKa vaut 7,5. Donc on peut dire que l'acide hypochloreux est un acide plus faible que l'acide éthanoïque. Maintenant, après, nous avons ici l'ammoniac avec l'ion ammonium. Ici, nous avons le méthylamine, l'ion méthylammonium. Donc là, pareil, si je compare ces deux bases, en fait, le méthylamine est une base plus forte que l'ammoniac. L'ion ammonium est un acide plus fort que l'ion méthylammonium. Quelle est la relation entre pH et pK? D'abord, reprécisons que le pH va caractériser l'acidité de la solution, tandis que le pK, lui, va caractériser le couple acide faible, base faible. Alors là, je vous réécris l'équation de la réaction lorsque l'on met la forme acide dans de l'eau, donc il se forme la forme basique, plus un ion oxonium. Là, je vous écris la relation qui relie le Ka aux concentrations des solutés à l'équilibre. Et maintenant, nous allons utiliser une propriété du log base 10, LOG, c'est que le
log d'un produit A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. On retrouve la même propriété pour log népérien. Et je vais l'appliquer ici, c'est-à-dire cette équation-là, cette égalité, je la passe entièrement sous le log. Donc ça me fait log de K égale log de tout ça, et que je décompose en disant que c'est log de A- sur H plus log de H3O+. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que là, vous devez reconnaître au signe près, ça c'est le pK, sauf qu'il manque le moins, et ça c'est le pH. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait passer log de K de l'autre côté de l'égalité, et log de H3+ de l'autre côté de l'égalité. Donc on a bien fait apparaître ici le pH et le pK. Donc je peux bien écrire pH égale pK plus log de la concentration de la forme basique que divise la concentration de la forme acide. Et une fois que j'ai établi cette relation-là, je vais définir ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Vous verrez que c'est très utile en exercice. En fait, on fait apparaître un axe cette fois-ci horizontal de pH et je fais apparaître la valeur de mon pK de mon couple étudié. Ici, je considère que le pK, il se trouve ici. Alors là, on va étudier deux possibilités. Une possibilité rigoureuse, c'est lorsque la concentration de la forme acide est égale à la concentration de la forme basique. Le rapport vaut 1, donc log de 1 est égal à 0, donc on a pH égale pK. Donc, si je me situe ici, j'ai vraiment l'égalité entre les deux formes acides et basiques de mon couple. Maintenant, je me situe au-delà du pK, c'est-à-dire pH va être supérieur à pK, et cette situation-là, en fait, on la retrouve lorsque la concentration en A- de la forme basique est supérieure à la concentration de la forme acide. En faisant l'hypothèse que A- est 100 fois plus concentré que H. Donc le rapport vaut 100, log de 100 ça vaut 2, donc j'aurai un pH égal à pK plus 2. Donc je me retrouve dans cette zone-là. Donc là on dit que c'est la zone où la forme basique, la base A- prédomine. D'où ce terme de diagramme de prédominance. Donc lorsque le pH est supérieur au pK, c'est la forme basique qui va prédominer. Et maintenant je vais voir l'autre cas, c'est-à-dire cette fois-ci, lorsque la concentration de la forme acide est plus grande que la concentration de la forme basique. On reprend le même exemple, c'est-à-dire si la concentration à H est 100 fois plus grande que la concentration à A-, ça me fait 1 sur 100, donc 10 puissance moins 2, log de 10 puissance moins 2, ça fait moins 2, donc j'aurai un pH inférieur, quoi qui sera égal à pK moins 2, donc inférieur au pK. Donc dans ce domaine-là, en fait le pH est inférieur au pK, et c'est la forme acide qui prédomine. Donc l'acide AH prédomine. Donc voilà ce qu'on appelle un diagramme de prédominance. Alors à quoi il sert? Par exemple, si je vous dis j'ai un certain couple dont le pK vaut 5, donc vous faites un axe de pH, vous placez votre pK à 5 là, et si je vous dis par exemple le pH vaut 2, quelle est la forme acide ou basique qui prédomine? Donc comme le pH est inférieur au pK, ça sera la forme acide. Maintenant si je vous dis le pH vaut 8, donc là le pH sera supérieur au pK, donc là ce sera la forme basique qui va prédominer. Pour finir, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Imaginons 3 béchers qui contiennent 3 solutions d'acide. Le premier serait de l'acide chlorhydrique, le deuxième l'acide lactique et le troisième l'acide éthanoïque. Ces 3 solutions ont en commun la concentration en soluté apportée, dit autrement la concentration en acide avant que la réaction avec l'eau ait lieu, donc qui est ici de 1,2. Et pourtant, vous voyez que les pH sont différents. Donc pourquoi ces pH sont-ils différents? Alors là je vous fais apparaître la réaction entre l'acide et l'eau, qui forment donc la forme basique correspondante, plus l'ion oxonium. Alors, ce qu'il faut, pour répondre à cette question, il faut considérer que l'acide chlorhydrique est un acide fort, lui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'acide fort? L'acide fort va réagir entièrement avec l'eau. Donc, tout l'acide va disparaître et il va être remplacé par A- et il y aura autant de H3O+ qui vont être formés que de A- qui vont apparaître. Donc, ceci m'impose que la concentration à l'équilibre, donc à la fin de la réaction, en H3O+, sera égale à la concentration en soluté apportée. Donc le pH, je peux le calculer en faisant moins log de C. Et si je remplace C par 1,2, en fait, j'obtiens pH égale 2, donc la valeur qui était affichée ici. Par contre, l'acide lactique et l'acide éthanoïque, eux, sont des acides faibles. Donc eux, ils vont réagir partiellement avec l'eau. Cette équation, qui est équilibrée, va être caractérisée par cette équation-là, qui dit que la constante d'acidité, c'est égal au quotient de réaction à l'équilibre, avec les différentes concentrations, ici, des produits, là, du réactif. Là, je fais apparaître quoi? Je réécris cette relation en disant quoi? Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque un AH réagit, il se forme autant de A- que d'H3O+. Donc ce que je peux dire, c'est que la quantité de matière de H3O+ est égale à la quantité de matière de A-. Donc je peux dire aussi que la concentration en H3O+ est égale à la concentration en A-.
Donc je peux remplacer A- par H3O+. Et donc ça me fait H3O+ au carré ici. La quantité de matière de H qui va me rester à l'équilibre, c'est la quantité de matière qui avait de H au début, moins ce qui s'est formé de A- ou de H3O+. Et je peux dire aussi que la concentration de H, c'est la concentration initiale, donc C, moins la concentration de H3O+. C'est ce que j'ai écrit ici. Là maintenant, je vais faire une petite hypothèse simplificatrice, sinon on obtiendrait une équation du second degré. Je vais dire que la concentration en H3O+ est négligeable par rapport à la concentration en soluté apportée. Ainsi, en faisant cette hypothèse-là, je peux trouver la valeur de la concentration en ion oxonium. C'est égal à racine de Ka fois C. Et donc je vais appliquer cette relation pour mes deux acides. Alors vous voyez, qu'est-ce qui distingue ces deux acides faibles? C'est leur pKa. Pour l'acide lactique, j'ai un pKa de 3,9 et pour l'acide éthanolique, un pKa de 4,8. Donc dit autrement, l'acide lactique est plus fort, c'est un acide faible, mais il est plus fort que l'acide éthanoïque parce que son pKa est inférieur à celui de l'acide éthanoïque. Alors, donc, je vais commencer par l'acide lactique et je vais calculer sa concentration en ion oxonium. Il suffit de faire racine de Ka. Donc, à partir du pKa, le Ka c'est 10 puissance moins pKa. Donc ici, 10 puissance moins 3,9 que multiplie 1 10 moins 2, racine de tout ça, et j'obtiens 1,12 10 moins 3 mol par litre. Une fois que je suis là, j'ai plus qu'à calculer le pH en faisant moins log de 1,12 10 moins 3, et j'obtiens 2,95. Ensuite, je fais la même chose pour l'acide éthanoïque. Donc la concentration en ion oxonium, c'est racine de 10 puissance moins 4,8 que multiplie 1 10 moins 2, et j'obtiens 3,98 10 moins 4. Et le pH me donne 3,4. Alors notez qu'il y a un léger écart entre les pH calculés et les pH mesurés. Ceci vient du fait qu'on a fait ici une approximation. Donc le calcul n'est pas rigoureux, mais on obtient des valeurs relativement proches des valeurs mesurées. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.